Les talents qui circulent. On s'est beaucoup interrogé sur ce thème qu'on ne comprenait pas forcément au départ. Pour avoir un petit peu creusé, il me semble que on parle ici des gens qui sont dans vos brigades et qui peuvent éventuellement aller de maison en maison. C'est vrai que le recrutement est la problématique première du métier aujourd'hui. Et on se dit qu'outre les agences de placement ou de recrutement ou les sociétés spécialisées dedans, on a aussi beaucoup de bouche à oreille et de gens qui viennent. Et Annie qui nous rejoint. C'est convivial. Pas de souci, Annie. Et c'est une conférence à parité respectée. Ça fait plaisir, 2 hommes et 2 femmes. Donc je disais, Annie, que le sujet était, à mon sens, au départ pas très compréhensible sur le thème. En fait, il y a effectivement le recrutement qui est fait de façon classique avec les annonces et les choses comme ça. Et là, je pense qu'on va plus parler de l'envoi que vous faites de vos brigades chez les uns et chez les autres, qui finalement est peut-être le meilleur terrain de recrutement, puisqu'en fait, vous connaissez les personnes qui sont dans vos maisons et c'est beaucoup plus facile de les recommander que de récupérer sur CV. Paul, on commence par toi. Je sais que tu as une... Je ne sais pas de combien est ta brigade sur ton restaurant ultraviolet à Shanghai. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta brigade et comment tu fonctionnes au niveau du recrutement? Bon, alors, nous, c'est un petit peu particulier parce que je suis dans une situation qui, d'ailleurs, ne justifierait pas nécessairement que je participe à cette interview. Je suis en Chine. Donc, une des caractéristiques de la Chine, c'est d'avoir des frontières assez fermées. Et d'ailleurs, elles se sont refermées récemment en matière de recrutement. Je discute quelquefois avec des jeunes. J'ai même discuté sur ce salon avec quelques-uns d'entre eux, de commis, on va dire, à sous-chef. Et c'est intéressant de savoir qu'en fait, on aurait même un vivier plus important de recrutement à l'étranger. Sauf que dans notre cas précis, aujourd'hui, on a des limitations qui sont très très importantes parce qu'on ne peut recruter qu'à un certain niveau quand on parle de recruter quelqu'un qui vient de l'étranger et qui n'est pas chinois, parce qu'on est en Chine et donc il favorise le travail des Chinois, ce qui est bien normal, quelque part. Mais en plus, ils ont ajouté des obstacles au recrutement en demandant d'avoir des cuisiniers, notamment pour les cuisiniers, ce qui est beaucoup plus rare, avec des niveaux de bachelor qui va dire, en termes anglais, ça ne correspond pas au bac, c'est bac plus 3. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça complique un petit peu les choses. Alors on travaille aujourd'hui avec le consulat français, justement, qui nous donne un coup de main pour créer des équivalences qui n'existent pas de façon formelle avec le gouvernement chinois. Donc tu nous expliques que pour recruter des cuisiniers qui ne sont pas chinois, il faut qu'ils aient un niveau d'études X. Voilà, ça date de l'année dernière, de mars, et ça nous a énormément compliqué la tâche. Bon, après, il faut savoir que nous, on recrute de façon exceptionnelle des étrangers. J'ai la chance d'avoir un cœur de management, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais des gens qui aujourd'hui sont à la tête de chacun, service et cuisine. Ces gens-là sont avec moi depuis 14 ans, 10 ans. Voilà. Donc fidélité. Voilà, il y a eu beaucoup de... Ça nous a permis de nous développer. On a réussi à les garder, donc on peut peut-être même élargir après le sujet un petit peu là-dedans. Mais c'est vrai que nous, les implications sont énormes dans le recrutement. Je ne peux pas faire un essai. Je viens de rencontrer tout à l'heure un jeune sous-chef qui a l'air très très bien, mais je ne peux pas lui dire simplement, écoute, tu viens, tu fais un essai, on va voir si ça fonctionne. Non. Pourquoi tu ne peux pas? Parce qu'il ne pourrait pas venir ou il ne pourrait pas rester ou c'est... Hors obstacle inhérent à la Chine aujourd'hui, c'est une implication. D'abord, c'est un vrai dépaysement de venir en Chine. C'est un vrai choc culturel. Moi, j'ai fait quelques pays. Aller en Australie, c'est pas un choc culturel. C'est une extension, en gros, de la culture occidentale dans un contexte différent. Tandis que la Chine, c'est un vrai choc culturel. Alors, il y a plein de choses à apprendre. J'encourage les gens à venir. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir aujourd'hui à Shanghai. Je sais pas, il y a une espèce de magnétisme shanghaïen. Mais en même temps, on sait que d'abord, il va falloir que les gens se plaisent dans ce lieu, qui n'est pas forcément un lieu très simple à vivre, surtout pour une première expatriation, par exemple. Tu y es depuis combien de temps, toi? Alors moi, j'y suis depuis 14 ans, mais je suis particulièrement malléable et flexible. C'est pour ça que je me suis intégré tout de suite dans ce pays. Non, voilà. Donc, en fait, les implications sont quand même importantes et beaucoup de gens, en fait, arrivent et quelquefois, au bout de quelques mois, se rendent compte que c'est compliqué.
et repartent. Donc ça a un vrai coût pour tout le monde, pour eux, pour nous. Donc tu as la barrière du diplôme, la barrière culturelle effectivement de l'adaptation des candidats. Donc ça fait effectivement beaucoup de barrières au départ. Ça fait beaucoup de barrières, mais ce qui fait aussi, c'est un peu le principe du contrat de mariage, ce qui fait qu'on est... Quand les gens sont là, on est lié avec des raisons solides, un contrat solide, ce qui évite le simple coup de tête de dire écoute, je m'en vais du jour au lendemain. Quoi. On est impliqué en général. Et les 2 fidèles dont tu parlais sont des Chinois également ou sont... Alors après, dans la tête du management aujourd'hui, j'ai fait monter aussi beaucoup des Chinois qui étaient avec moi dans ma première brigade quand je suis arrivé en 2005. Et pour donner un exemple dont je suis peut-être le plus fier, il y en a quelques-uns comme ça qui sont montés à ce niveau-là, mais quelques-uns aujourd'hui sont partis, ce qui est normal au bout de 10 ans. Mais à 14 ans aujourd'hui, j'ai le plus jeune employé que j'ai eu, qui était un trainee, je ne sais plus parler français, comment tu dis, un apprenti. Un apprenti, oui. Un apprenti. Et qui est resté donc 14 ans avec moi, qui est monté, ça fait 4 ans aujourd'hui, qui dirige vraiment au jour le jour la cuisine d'Ultraviolet, même si au-dessus de lui, il y a encore Greg Robinson, qui est un Américain, qui est avec moi depuis 12 ans, etc. Mais qui est vraiment la clé, un élément clé à Ultraviolet. Donc il était temps, on l'a presque mis dehors, en sachant que c'est un élément clé, mais on sait que pour son développement, c'est un gars qui a un talent, on parle de talent dans ce sujet, qui a un vrai talent exceptionnel. Et donc on sait malheureusement, même si on voudrait le garder avec nous, on sait que la logique voudrait que quelque part on l'amène à quelque chose qui est beaucoup moins simple qu'en France, d'accord, où on a des gens qui ont pris des maisons aujourd'hui, etc. Le passage aujourd'hui d'ouvrier jusqu'au niveau de sous-chef, au passage, on va dire, pas forcément de chef d'entreprise, parce qu'en général, c'est baqué par des financiers, quand on ouvre un restaurant en Chine, la majorité du temps, mais de responsable et de la définition de sa propre cuisine reste compliqué. Il n'y a pas d'exemple aujourd'hui d'un passage en Chine d'un Chinois avec un développement personnel d'une cuisine occidentale. Mais ce gars-là fait partie des meilleurs cuisiniers aujourd'hui à ce niveau-là. Donc on va le garder encore 2 ans. Et après, j'arrêterai peut-être de parler. Non. Mais on va le garder pendant 2 ans parce qu'on lui a fait une proposition. On lui a fait une proposition où il pouvait partir tout seul. Mais il sait aussi que maintenant, il faut qu'il apprenne vraiment son métier de chef de cuisine. Donc on l'a mis en place dans un contexte complètement différent, presque l'opposé de ce qui est Ultraviolet, qui est très précis, mais en même temps dans lequel on a tout le temps de faire ce qu'on doit faire. Et il n'y a pas de la pression d'un restaurant comme un bistrot ou une brasserie. Donc là, on va ouvrir un petit bistrot. Et c'est lui qu'on a mis à la tête de ce bistrot. Et c'est un peu une première. On a mis 2 de nos Chinois dans le bistrot, à la tête du bistrot, alors que c'est un bistrot français et que c'est vrai que généralement, on aurait tendance à mettre des Français en priorité, bon, etc. Donc ça, on est assez fiers. On se rapproche un petit peu. Après la Chine, on va partir en Italie avec Annie. Tu as un petit micro devant toi. Comment ça se passe, toi, au niveau du recrutement? Vous marchez beaucoup. Il y a un réseau en Italie. Vous, avec les autres chefs, vous vous appelez Oui, bien sûr. On se connaît. On connaît beaucoup de personnes, de collègues. Et donc, on peut déjà parler de cela. Et d'autre part, on a aussi le guide, par exemple, Relais et Châteaux, qui nous donne de l'aide. Et c'est très bien. Et sinon, on reçoit aussi des lettres, des demandes de travailler chez nous. Et aussi dans des écoles. Dans des écoles de ce... Mais tu dirais que tu aurais plus confiance de prime abord quand la recommandation vient d'un de tes confrères ou pas? Tout dépend. Tout dépend. Ça dépend si tu aimes bien le confrère ou pas. On écoute, on essaie de comprendre, on pèse et on voit la personne. En somme, ça n'est pas très difficile. Et aussi, ça dépend du moment où nous avons besoin de quelqu'un de plus. Parce qu'il y a des mouvements, justement, c'est comme les jeunes gens qui s'en vont et qui ont besoin de voir quelque chose d'autre. En somme, c'est normal. Tu as beaucoup de mouvements ou de turnover chez toi ou Pas tellement. J'en ai beaucoup. J'ai 20 chefs dans notre cas. 20 chefs, oui. Oui, 20 chefs, dont je ne sais pas comment dire, les chefs de parti sont là depuis un certain moment. Et ensuite, ce sont les commis qui sont de passage, un petit peu de passage. Mais enfin, souvent, il reste davantage.
Ils viennent et puis ils ont envie de rester. Eh ben, c'est une bonne chose. Si on Oui, peut oui, garder oui, les, oui, garder les talents, tout se passe bien. Au fond, on a des demandes de temps en temps qu'on aimerait accepter et ça n'est pas possible parce qu'on n'a pas de place. Et donc, dans ces cas-là, tu les envoies justement à des collègues ou tu essaies de les aider? Oui, oui. Il m'est arrivé souvent d'envoyer une lettre pour dire cette personne sera bien. Il faut aussi connaître les amis, les collègues, les difficultés du jeune homme qui, en somme, voilà, des petites choses comme ça, il faut mettre tout ensemble. Et on va se rapprocher encore un peu avec Régis, qui est pas tout à fait à côté d'ici, mais en France. Est-ce que toi, alors je ne sais pas si en France, il y a aussi beaucoup, j'imagine que oui, cette recommandation qui fonctionne et ces jeunes gens ou moins jeunes qui font de maison en maison et qui t'arrivent par tes confrères. Est-ce que c'est un réseau qui marche bien? C'est un réseau qui marche bien, qui a toujours bien marché, qui actuellement il y a des difficultés quand même, il faut se rendre compte. D'abord parce que le marché est tendu. En France, il y a des difficultés de trouver du personnel. Ce n'est pas tellement notre cas au niveau du 3 étoiles, mais peut-être au bistrot. Et je pense qu'on a tout intérêt, nous les professionnels, à jouer le jeu de ce qu'on a appris des anciens en fait. Quand les seuls patrons où j'ai pu travailler, c'est ce qui se faisait. Un jeune qui travaille bien ou moins bien, qui nous quitte. Et moi, j'ai toujours en mémoire ce que disait Bernard Loiseau. Il disait, tu sais, si le jeune veut partir, il ne faut pas le retenir. Ce n'est pas le fait de lui dire, écoute, reste, parce qu'à la sortie, tu ne le payes pas, mais ça va être compliqué. Il a envie, dans sa tête, cette jeune fille ou ce jeune homme, ou plus âgé, quitte ta maison, c'est qu'il y a un choix, soit parce que, pour X raison d'ailleurs. Donc il ne faut pas aller contre ce choix. Et derrière, c'est la passation qui est importante. Et ça, moi, je dis haut et fort, parce que c'est quelque chose qui se perd. Et moi, je reconnais, certains collègues, je les ai appelés, franchement, au téléphone, me dit, écoute, il y a juste une chose, tu es jeune, c'est pas de dire, moi, je vais te donner la leçon, pas du tout. Tu es jeune, mais voilà, cette chose que tu viens de faire, ça ne se fait, dans le métier, ça ne se fait pas. Et quand il y a quelqu'un qui part, moi, la première chose, quand quelqu'un vient chez moi, voilà, j'ai travaillé à telle maison, c'est, est-ce que tu as averti ton patron? Est-ce qu'il est au courant? Voilà, première chose, pour éviter d'abord les problématiques. Et puis en même temps, c'est la passation. Tu le disais tout à fait très bien, c'est surtout au niveau de l'apprentissage. Quand on voit un jeune dans une autre maison, dire, bon écoute, je t'envoie Pierre, et il est très bien. Par contre, tu feras attention, lui par exemple, il arrive à s'oublier le matin. Mais voilà, il faut le dire. Ou celui-là, il a un problème parce qu'il ne t'entend pas bien, il a l'oreille, etc. Plein de choses comme ça. Moi, je l'ai eu un cas particulier sur lequel il fallait vraiment que je le dise au futur patron, ce jeune était homosexuel. Ce n'est pas un problème, sauf que de commun accord avec le jeune, il fallait que je le dise, parce qu'il avait vécu une expérience difficile en entreprise. À la demande du jeune ou c'est toi qui as pris l'initiative? On l'a fait ensemble. D'accord. Je dis, écoute, ça sera plus facile. Parce qu'il avait vécu des moments difficiles chez moi à cause de ça, qu'il a fallu régler avec nos tuteurs. Donc, je dirais, c'est notre responsabilité, quand quelqu'un nous quitte, je dirais de l'accompagner. Après, bon, d'autres... Et puis, on parle de talents qui circulent, c'est pas parce qu'ils s'en vont à un moment qu'ils ne peuvent pas revenir après aussi. C'est tout à fait. Le principe des expériences. Je pense que c'est notre devoir de... Le jeune, après tout, est venu chez vous pour avoir une expérience, pour apprendre. C'est voir lui, pas que soi-même, pas que son entreprise dans l'immédiat, c'est dire qu'est-ce qui va devenir. Et je dirais, nous tous, la satisfaction, c'est quand on les voit appliquer 2, 3, 10 ans après. Cette semaine, j'en ai un qui était, ça fait 12 ans qu'il est en Australie, il vient nous voir, sans monter la chose, on se dit tiens, on est un peu fiers, on dit tiens, il se rappelle de nous, il vient nous voir, fier du parcours, il nous envoie des lettres, etc. Sûr. Et ça, je dirais, c'est notre première, c'est ce qui nous aide, quoi. Première récompense. Mais est-ce que tu parlais tout à l'heure justement du fait qu'il y ait beaucoup de difficultés sur le recrutement aujourd'hui? C'est que c'est un sujet, en tout cas en France, très important pour le métier. Est-ce que vous sentez justement à votre niveau que vous avez une responsabilité là-dessus? Est-ce que vous pouvez agir? Est-ce que vous pouvez aider? Est-ce que vous pouvez faire en sorte que voilà, les gens circulent un peu mieux, que les gens n'arrêtent pas le métier, que ça bouge un peu? Ou est-ce que ça vous échappe? Ça nous échappe un peu, il faut pas. C'est un peu le but des débats d'hier.
Et le World Summit, je ne dis pas n'est là pour ça, mais ça fait partie vraiment de notre quotidien. Et la solution, on la trouvera qu'ensemble. Hein. C'est pas de se dire c'est la faute à l'éducation nationale, c'est la faute à la formation, c'est la faute à Pierre. Je pense qu'il faut regarder chez soi et à un moment se dire qu'est-ce que tu mets en place dans ton entreprise. Moi, je suis dans une entreprise, elles sont toutes atypiques, mais venir travailler à Saint-Bonnet-le-Froid, il faut vouloir. C'est pas aussi loin que la Chine, mais c'est 1200 mètres d'altitude, c'est pas une station de sport d'hiver. Donc, quand on embauche quelqu'un, il faut aller le chercher, bien sûr. Puis, voilà, il faut le faire pas miroiter, parce que alors là, ça serait la déception, puisque si j'ai expliqué ce qu'on fait en entreprise, il y a non seulement le quotidien, mais aussi tout ce qui se passe avec, tout le côté social qu'on amène, les sorties aux herbes, les sorties aux champignons, les sorties chez un producteur. Nous, on essaye de se vendre, il faut se vendre. Et il ne faut pas vendre des rêves, hein. En même temps, il faut que ce soit la réalité chez nous. Donc, il faut vivre au village, donc il y a un logement adéquat. On a mis en place un foyer pour qu'ils se retrouvent. C'est tout un ensemble, il faut s'arracher. Hein. C'est les garder. Comment on fait ça justement en Chine pour tes équipes? Comment ils sont logés? Comment tu arrives à les motiver pour les garder, à les impliquer, à les intéresser? Nous, on se retrouve dans le cas de figure, je dirais, un peu classique finalement des gens qui sont locaux, qui sont chinois, qui eux ont des logements. Sont chez eux. Donc il n'y a pas de logement dans ce contexte-là, à quelques exceptions près en fait. Quand ils sont vraiment très très loin, on a un système de foyer. Et puis après, il y a le système il y a une dichotomie qui est assez importante entre les locaux et les expatriés qui continuent quand même à être à la tête de nos établissements, puisque c'est des établissements, moi le premier en l'occurrence, qui sont encore sous tutelle occidentale, si je peux m'exprimer comme ça, parce que par nature, ce sont des restaurants occidentaux, de la même façon que des restaurants chinois en France sont probablement dirigés par des chefs chinois, ce qui semble naturel. Voilà. Et l'arrivée de la 3e étoile, puisque c'est assez récent que le guide Michelin soit venu en Chine, c'est quelque chose qui a changé au niveau de ton travail avec les équipes, de la volonté peut-être de gens de venir chez toi. Est-ce que tu as senti une différence? Parce qu'on parle ici on a la chance de parler avec 3 personnes qui ont 3 étoiles. C'est quand même des établissements, on voit que vous êtes encore en difficulté pour le recrutement et on se dit, zut, si à ce niveau-là, on a encore de la difficulté, en fait, qui n'en a pas? Ou alors, je ne sais pas, nous, si on a une vraie difficulté à recruter, on a une difficulté qui est dans le contexte aujourd'hui politique chinoise, ce qui est un petit peu différent, parce qu'en fait, on a éventuellement beaucoup de demandes sur quelque chose, plus particulièrement sur ultraviolet. Un peu comme dirait Gis. Enfin, on fait un débat, justement, quand on parle de recrutement, il ne faut pas se placer dans un contexte qui reste un peu privilégié, de dire 3 étoiles. Si on parle en termes de restauration aujourd'hui, c'est comment on recrute à tous les niveaux, et notamment quand on a des bistrots, quand on a un simple petit restaurant, etc. Et c'est vrai, je pense que ça c'est un contexte international, je ne vais pas parler au nom de la France dans laquelle je ne suis plus, mais quand je discute beaucoup avec mes collègues, il y a un problème de recrutement global, général, c'est surtout un problème de vocation par rapport au métier de cuisinier. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'expositions, mais l'exposition médiatique qui a été faite du métier de cuisinier qui pourrait accélérer quelque part le principe de la vocation se heurte à la réalité, c'est-à-dire que tous les gens qui ont regardé des émissions culinaires et qui se sont sentis une vocation naître, quand ils viennent faire leurs premières armes en cuisine et qui se rendent compte qu'il va falloir quand même apprendre un métier, un craft, comment tu dis un craft, je ne sais plus dire, un artisanat, artisanat, et que c'est un petit peu compliqué, et que c'est un peu long, et qu'on n'apprend pas à devenir chef en 3 mois. Là, on se heurte à la réalité de ce métier. C'est malheureusement le côté double tranchant de cette médiatisation qui permet de parler de vos métiers, qui est une belle image, et en même temps qui donne la sensation de pouvoir accéder au plus haut niveau en 6 mois, alors qu'on sait très bien, et vous en êtes des très bons exemples, pour atteindre ce niveau de gastronomie, c'est des dizaines d'années d'expérience et de travail. Et voilà, je pense que c'est vraiment cette frontière difficile entre montrer ce que c'est que ces métiers et donner envie, et en même temps ne pas faire croire que c'est si simple. Et ça c'est difficile, et on parle de recrutement, et je pense que les gens sont probablement au départ de bonne volonté en se disant tiens, j'ai vu ça me donne envie, je vais peut-être y aller, et puis finalement ils y arrivent et puis ils repartent aussi secs parce que c'est des métiers difficiles. On le retrouve partout, hein, de toute façon.
ce problème de recrutement, il démarre déjà dans l'orientation des jeunes. Hier, j'annonçais des chiffres qui peuvent peut-être vous surprendre. En France, c'est dans le système scolaire et apprentissage, c'est pratiquement 20% sur les enquêtes qu'on a pu faire sur 2017, 20% de jeunes qui vont parce qu'ils ont choisi de métier. 20%. Qui vont quoi? Qui vont vers nos métiers, Oui. cuisine et services, parce qu'ils ont réellement fait ce choix. Et 40% qui disent on y va, pourquoi pas. Et 40% qui viennent par défaut dans le métier. Donc Et la moyenne n'est pas très bonne. la moyenne n'est pas très bonne. Et justement, notre travail dans la formation, et la formation, c'est pas que l'école, c'est pas que les CFA, c'est aussi dans nos entreprises, c'est 40%. Il y a un moment, il y a quelque chose qui accroche, forcément. Parce qu'à 14 ans, un jeune, il ne sait pas tout à fait le métier qu'il va faire. Hein, avant, à 14 ans, on commençait déjà à voir un petit peu ça a changé. C'est que ces 40%, cette envie, elle perdure. C'est tout le travail de l'éducation, de la formation et puis de chez nous. Parce que c'est vrai qu'il y a une certaine fragilité au départ et il faut bien les prendre. Nous, on a mis un système en place à la maison, il vaut ce qu'il vaut, mais moi, pour l'instant, il me satisfait parce que le problème dans la maison, c'est quand tu as beaucoup de monde. Nous, on est dans la cuisine, c'est nombreux, puis 4 ans en tout, c'est voilà, qui ne décrochent pas. Et on a mis un système de tuteurs, et j'en ai maintenant 10 tuteurs accrédités, qui était obligatoire aussi au départ, et je leur donne une prime à ces tuteurs, non seulement pour accompagner les jeunes et les stagiaires, mais justement l'ensemble. Et ils sont payés pour ça, je leur donne une prime par mois. C'est-à-dire que c'est et quelqu'un ça dans ta m'évite cuisine. quelques problématiques. C'est quelqu'un dans ta cuisine que tu as désigné tuteur de quelqu'un qui arrive? Voilà, 12. Ils ont une formation pour ça, D'accord. donc ils ont une formation logiquement de 2 jours. Chez nous, c'est 1 semaine, parce qu'on prend une partie de l'hiver justement pour faire des formations management, etc. Et puis après, on fait une formation interne avec un coach. Ça, c'est important. Parce que je n'ai pas envie de voir partir les jeunes de chez moi, quoi. Bon, après, il y en a qui se trompent, hein, c'est normal. Ça permet d'avoir à la fois de mélanger le côté managérial de l'entreprise, le concret, la technique, la mise en place, etc., mais aussi l'accompagnement du jeune. Et je vous donnerai un exemple. Toujours, je reviens, et souvent je cite cet exemple parce qu'il est assez... c'est un peu exceptionnel. Un jeune apprenti qui rentre chez nous, et ça n'allait pas. C'est le tuteur qui me fait remonter les infos. Il me dit, il y a un problème avec ce jeune, on ne va pas y arriver, on va pas y arriver. Alors, et c'est là qu'on se dit, comme tout maître d'apprentissage, il y a un moment, il faut faire une rupture de contrat, parce qu'on n'a pas envie d'abord que ce jeune continue chez nous, et puis que lui soit malheureux chez nous. C'est des situations de gagnant-gagnant. Et je dis, bah, écoute, essaye de voir. Il revient dans le bureau quelques jours après, il me dit, ça y est, j'ai trouvé. Je dis, qu'est-ce que tu as trouvé? Il me dit, ce jeune homme est homosexuel. Je dis, bah, quel est le problème en soi? Il me dit, c'est le problème, c'est qu'il n'a pas dit à ses parents. Et ça le mine. C'est pour ça qu'il est triste au boulot, c'est pour ça qu'il n'est pas bien, il a choisi ce métier, mais il n'est pas bien. Et le regard des autres, tout lui paraît négatif. Waouh, qu'est-ce qu'on fait? On prend le jeune, on discute, ça a duré 1 semaine. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile, ça a été très délicat. Je suis allé moi-même chez lui, avec lui. Lui, il a annoncé à son papa, à sa maman, je ne vous dis pas dans la situation où j'étais. On l'a sauvé. Je ne pensais pas, parce que j'ai dit derrière, le père surtout. Et il a été complètement transformé. Il est chez moi depuis 4 ans. Complètement transformé. Il a la banane, il a en plus, il est bon. Il est doué. Voilà, c'est une situation qu'on aurait pu passer là-dessus, et puis ce jeune serait parti ailleurs. Il faut du temps, c'est super. Il faut du temps, et c'est notre rôle, nous. Ouais. Moi, viscéralement, quand quelqu'un n'est pas bien dans ma maison, que je sens qu'il est triste, ça, je sais pas, ça te fait pareil, je suppose. Oui, à toi, oui. Tu dis, t'as un problème, qu'est-ce qu'il y a ce matin? T'es malade? On s'inquiète. C'était le cas pour ce jeune homme, quoi. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire une chose pareille. Ça ne se fait pas en Italie, mais on va pouvoir le faire chez nous. Et je vais arranger ça. C'est drôlement bien. Demain, tu vas aller voir tous tes collaborateurs et tu vas leur demander s'ils vont bien. Absolument. Non, tu le fais tous les matins. Oui, mais c'est très bien ça. Je suis très contente d'entendre une chose pareille. Tu as des jeunes aussi chez toi? Ils arrivent très jeunes? Oui, ici, ce sont ils restent même qu'1 mois. Ils viennent d'une école. Et donc, ou dans la salle, ou dans le restaurant, dans la cuisine.
Et ceux-là sont là pour voir un petit peu, et c'est très bien, ça aussi c'est bien, qu'ils comprennent un petit peu où ils veulent se mettre pour toute une vie. Et c'est très nécessaire. Et donc, on les garde très volontiers, et puis ils savent ensuite mieux se décider par ici ou par là. Et je suis très contente de ça. Et une autre chose qui nous ennuie en Italie, et je pense que c'est un peu la même chose en France, mais enfin, je vais vous le demander. Là, j'ai compris à peu près. Mais donc, nous avons des grandes difficultés pour prendre des personnes qui ne sont pas d'Europe. C'est très difficile, il faut des... Et puis en somme, en d'autres mots, c'est devenu très, très difficile parce que on ne doit pas prendre des gens qui sont en dehors de la... Voilà, la communauté européenne. Et on sinon, ne doit pas, ça veut dire que c'est plus difficile ou tu ne peux pas? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. D'accord. C'est devenu assez difficile. Parce qu'il y a des personnes, des jeunes gens qui sont très bien et qu'on aimerait bien mettre en ordre parce que sinon on n'a pas du tout envie de se faire attraper. On s'est fait attraper dans le passé. Oui, on avait des jeunes gens alors, attends. Non, un pays oriental. Oui, là-bas au fond. En Afrique? Non, le contraire. En Asie? Le Japon. Japon, oui. On a reçu plusieurs jeunes gens du Japon. Et on ne pouvait pas les mettre en ordre. Et donc, on était obligé de les garder sans leurs papiers. Oui. Et oui, on a été attrapés. On les a fait sortir d'un côté et il y avait des gens qui s'occupaient de ça à toutes les portes. À toutes les portes, il y avait quelqu'un. Et puis, il y en avait 2 qui sont partis et ils sont allés un peu plus loin vers une route à côté. Et ils ont senti une main sur l'épaule. Ça y était. Donc, on ne le fait plus, ça. Je comprends. Oui. C'est certain. Il s'agit il y a peut-être 20 ans. Mais donc, c'est très difficile. C'est dommage parce que on passe un moment. Je pense que c'est en France aussi, quand même. C'est même peut-être pire. C'est une sorte de visa, Jacques? Régis? Oui, mais là, c'est une situation complètement paradoxale et illogique en même temps. Exactement. Savoir que c'est un peu plus de 100 000 emplois qui sont recherchés dans les métiers de l'hôtellerie et la restauration. Donc, il va bien falloir les trouver. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tous vu dans les journaux professionnels ou voire même à la radio, on a des restaurants qui ont fermé cet été parce qu'il manquait du personnel. On a certains saisonniers qui ont arrêté la saison plus tôt, au sport d'hiver ou au sport d'été, parce qu'on manquait de personnel. On est dans une situation... D'autres qui ferment plusieurs jours par semaine par manque de personnel. Sans compter aussi. tous nos collègues qui nous appellent, tu n'as pas un chef de partie, tu n'as pas un serveur, on est service, c'est encore pire. Donc cette situation, est-ce qu'on continue? Allons-y. Non, je pense qu'à un moment, il faut prendre le taureau par les cornes. Moi, j'en ai parlé en haut lieu, c'est pas pour ça que... Mais la situation dans laquelle on est en France, c'est extrêmement compliqué. L'Italie, c'est pareil. Le seul pays où je suis allé cet hiver pour voir les programmes de formation, c'est la Suède. La Suède, en 2 ans, a accueilli 220 000 réfugiés et avec leur système de formation continue, les ont mis directement, pas au travail, mais au moins aux formations et au travail par la suite. Voilà. Nous, on les accueille, on les met dans les tentes. Oui, puis des situations explosives en même temps, ça ne convient à personne, ça leur convient encore moins à eux. Nous, on a du travail. On a des jeunes qui peuvent... Moi, j'ai un Syrien en ce moment. Un Syrien. Ah oui. Je me suis battu, mais pendant 8 mois. Parce que je m'appelle Marcon, malheureusement. Un restaurateur là n'aurait peut-être pas pu. Je suis allé, le préfet, je suis allé au lieu pour arriver. Je dis, ce jeune, il est en cuisine en Syrie. Mettez-le en cuisine en France, mon sang, plutôt que de le mettre dans une tente. Mais c'est une personne. Mais il y a dans tous les métiers
vous avez des jeunes qui viennent, ou des moins jeunes qui viennent de ces pays-là, qui ont un certain savoir-faire en plus, et directement, soit il faut les mettre en formation, soit les mettre dans la filière du travail. Bon, ça c'est compliqué, hein, parce que voilà, il y a tout ce qui est hors communauté européenne, c'est niette. C'est les décisions des préfets. Et donc les préfets, eux, ils obéissent aux ordres, hein, pour eux. Et puis il y en a qui sont plus durs que les uns que les autres. On a quand même quelques chômeurs en France aussi qui pourraient peut-être se mettre au travail. Alors c'est encore autre chose, là. Hein, il y a des filières de formation, bien sûr, continue qui existent. Si on a 320 écoles hôtelières, 326 CFA, on a tout ce qu'il faut pour former des formateurs, etc. Il faut vraiment arriver à ce qu'on fasse rentrer un certain flot. Il faut dispatcher, bien entendu, de réfugiés. Puis même, les chômeurs sont autre chose. Je ne veux pas intervenir sur le débat parce que on n'en sortirait pas. Mais oui, moi, ça mérite, quoi. On baisse. Oui. On baisse, mais vous savez, c'est que dans l'hôtellerie-restauration, mais pouvoir avoir côtoyé des groupes dans tous les métiers, pratiquement on va être plus de 105 avec ce qu'on a fait avec Jean-Michel Blanquer, c'est dans tous les métiers qu'on cherche. Et au niveau, on parle beaucoup de cuisine là. Est-ce que si on parle de la salle, par exemple en Chine, le sujet est le même ou toi tu es plutôt préservé? C'est plutôt des Chinois qui sont en salle. Tu n'as pas de mal à recruter. Comment ça se passe sur les métiers du service? Non, c'est à peu près un schéma identique, d'accord. C'est presque un miroir de ce qui se fait en cuisine. On ne peut pas dire qu'il y a aujourd'hui un secteur qui est plus difficile que l'autre. C'est une question finalement de rencontres, de personnes, etc. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre la salle et la cuisine. Et si juste pour amener le débat sur l'histoire du recrutement, je trouve que j'ai remarqué, moi, qu'à un moment donné, les systèmes de réseau dont on parle ne fonctionnent plus aussi bien, pour ne pas dire qu'ils ne fonctionnent pas, parce que les gens n'ont plus de personnes à proposer. On n'a plus d'échanges à faire, d'échanges volontaires en disant, écoute, toi, je vais te faire un programme, je vais te garder pendant 2 ans, et puis après, je vais t'envoyer chez Régis, etc. Mais parce que vous ne le faites plus? Mais parce qu'on ne le fait plus, parce qu'il y a des problèmes de recrutement, et qu'on essaie au contraire de garder les gens qui sont avec nous. Donc il y a une espèce de protectionnisme, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs, hein, puisque nous, on a eu, quand je dis que les gens sont restés avec moi, je ne les ai pas enfermés, hein, ils étaient d'accord. Donc, ça va, tu n'es pas tortionnaire, tout va bien. On développe les programmes pour les garder. Je parlais ce matin du développement aussi, de ce qu'on fait au niveau des autres restaurants qu'on ouvre, etc. C'est vraiment assujetti au fait qu'on a des gens aujourd'hui qui ont grandi. Et en fait, ils ont atteint une espèce de plafond chez nous. Donc on a décidé d'ouvrir horizontalement ce qu'on fait pour pouvoir leur donner des opportunités parce qu'ils sont bien avec nous. Mais j'ai remarqué que les réseaux ne fonctionnaient plus, qui pourraient peut-être fonctionner autrement, parce qu'aujourd'hui, nous, quand on veut recruter, par exemple, on cherchait un chef français récemment, et on ne sait plus quel est vraiment le meilleur système de recrutement. On a passé une annonce dans un journal, je ne vais pas faire des publicités de journaux, ça aurait pu être le Chef Magazine, ou ça aurait pu être... Il n'y a pas de réponse en rapport avec ce qu'on demande. Et après, quand on essaie de passer par un réseau, à part d'envoyer un mail personnel à toute une série de chefs qu'on connaît, ce qui n'est pas toujours facile, on n'a pas toujours le temps de les lire en détail, etc. Il n'y a pas de mise en relation, alors qu'il y a des associations aujourd'hui. Moi, je fais partie d'une des associations que j'aime bien. Mais je trouve que ces associations devraient mettre en place un système corporatiste d'échange, parce qu'il y a des fois, il y a des creux, et il y a des surplus à droite, à gauche. Et en fait, c'est le manque de centralisation dans un univers où en plus la communication va très très vite aujourd'hui, où il suffirait de centraliser et qu'on puisse échanger de façon ouverte sans avoir à envoyer un mail à Régis à chaque fois en lui demandant un truc. Bon, tu comprends ce que je veux dire? Et entre ce gap-là, entre ce système de recrutement et après le système à l'étranger de recrutement de ce qu'on va appeler les expatriés au travers de headhunters, de chasseurs de tête, où là, les salaires, enfin, les fees qui sont demandées sont extraordinaires, c'est-à-dire ça va chercher dans les 20% d'un salaire annuel, 20-25% d'un salaire annuel. C'est énorme. Donc, il n'y a pas de juste milieu aujourd'hui. Nous, on ne sait pas où le trouver, par exemple. Mais tout à l'heure, il y avait une conférence justement sur le recrutement, mais plutôt avec les réseaux professionnels, et il y avait une personne de Relais Château qui expliquait qu'ils avaient fait une plateforme justement pour aider le recrutement et pour que les maisons puissent un petit peu s'échanger. Alors,
Moi, je ne suis pas évidemment actrice de ça, je ne sais pas comment ça se passe, mais il est évident que c'est aussi, je pense, aujourd'hui le rôle des associations dans lesquelles vous adhérez, dans lesquelles vous cotisez, de vous aider sur ces sujets qui finalement sont votre quotidien. Parce que les associations, c'est bien, mais ça doit vous aider sur des sujets primordiaux. Et je pense que tu as raison, c'est important que ces gens-là qui mettent quand même en relation, je crois que Relais Château, c'est 500 ou 600 maisons, d'un certain niveau, vous puissiez justement échanger. On parle de talents qui circulent. Il me semble évident aujourd'hui que quelqu'un qui fait un stage ou un moment dans vos maisons peuvent s'échanger. On est quand même sur la gastronomie de haut niveau. Il y a quand même des talents, enfin on espère. Est-ce que toi tu connais Relais Château un petit peu sur ce sujet-là ou... Oui, bah, c'est pas satisfaisant. Non, mais ça fait 20 ans qu'on dit ça. En même temps, qu'on le veuille ou non, on est tous un tout petit peu individualistes. Et puis, comme tu le disais à l'instant, s'il manque du monde sur le marché du travail, on bloque un peu, on se préserve, on essaye de garder. C'est une situation un petit peu compliquée. Mais elle démarre déjà le fait d'amener les jeunes le plus possible vers les métiers, d'arriver à les fidéliser déjà dans la formation. C'est important. Oui, mais une fois qu'ils sont chez vous, après, c'est vrai comment il y aura plus de monde. Il faut savoir que, juste un aparté, par rapport à la formation, ce qu'on ne sait pas, sur la formation hôtellerie-restauration, c'est 40 000 jeunes qui sortent par an en France. 40 000 jeunes, si je fais le quota par rapport à certains, c'est pratiquement 55-60% directs qui vont sortir, qui vont aller dans les groupes. Accords, groupes, thème, restauration. On a un système qui fait que ces groupes peuvent, comme les professionnels d'ailleurs, entrer dans les écoles hôtelières, faire la promo de leur maison. Tu prends l'exemple d'un jeune qui a envie de faire la cuisine. Mettons qu'il soit dans les 20% dont je parlais tout à l'heure. On a envie de faire la cuisine, à l'école hôtelière, etc. Commence le programme de formation. Je ne reviendrai pas sur le contenu de la formation où, malheureusement... Bon. Autre débat. Autre débat où on utilise des... Ça, il faut qu'on arrête ça aussi. Hein. Je pense qu'à un moment, ça ne va pas. On utilise déjà les poudres pour apprendre à faire les sauces. Quand on sait que les sauces, je dirais que c'est les fonds baptismaux de la cuisine française, ne serait-ce que faire un jus de déglaçage, donc on utilise un peu des poudres. Et une partie de ces jeunes vont donc voir arriver ces cols blancs avec le petit écran. Oui, venez dans notre corporation, vous allez démarrer. Vous avez tous mangé dans certains restaurants de groupe. Vous voyez des fois des directeurs de restaurants qui ont 23, 24 ans. Mettez-vous à la place du jeune qui a eu envie de faire des cuisines, qui à un moment dit, qui a un moment un peu les pétoches, dit où je vais mon avenir, etc. Les parents, la famille, la copine. Waouh, qu'est-ce qu'il me propose? Tiens, dans 2 ou 3 ans, directeur de restaurant, il est venu pour apprendre la cuisine. Il va finir comme directeur de restaurant. T'en as combien comme ça? Et nous, dans la restauration indépendante, on va récupérer ceux qui tiennent. Nous, dans les 3 étoiles, dans les 2, dans les 1, et dans la restauration indépendante, il n'y en aura plus beaucoup. Et ça, c'est ce qui fait, je dirais, parce que nous, ça ne représente pas beaucoup, la restauration gastronomique, si on regarde bien. Mais toutes ces restaurations françaises qui commencent à baisser au niveau de la qualité, pourquoi? Parce qu'on achète du tout prêt, etc. Moi, je crois beaucoup à ces jeunes chefs qui s'installent, qui font ce qu'on peut appeler la bistronomie, etc. Pourquoi? Parce qu'ils s'investissent, les produits du marché, c'est des petites équipes, on n'investit pas trop. Il y a du sens dans ce qui est fait. C'est eux qui, nous aussi peut-être, mais c'est eux qui vont relever le défi. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher ces jeunes dans ces groupes dont tu parles, à ton avis? La carrière. Et tu peux pas le... C'est exactement pareil qu'un jeune qui sort d'école hôtelière, qui est dans les métiers du service. Il commence à faire son premier restaurant. Et nous, on l'a vu même dans nos restaurants. Glisse la carte, un garagiste qui vous glisse la carte. Eh ben, tu auras tes samedis, dimanches, tu vas vendre des bagnoles. À l'école hôtelière, ils t'ont appris à mettre la cravate, à sourire, à tenir un discours, à t'exprimer devant. Ils viennent nous les chercher. Alors, c'est pas perdu pour tout le monde, c'est des bonnes choses, mais voilà, c'est la réalité. Et dans la cuisine, c'est la même chose. Il y a le collectif, etc. Et puis, tu as tous les métiers dans l'agroalimentaire. Tu en as combien? Moi, j'en ai vu 3 ou 4 aujourd'hui. C'est un de mes anciens qui se retrouve, tant mieux s'il s'épanouit dans ce qui... Mais au départ, il voulait quand même apprendre la cuisine. Et là, il se retrouve en train de vendre des casseroles. Why not? Mais vous voyez, on en perd trop, et c'est la question qu'il faut se poser. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est difficile de les garder, de les fidéliser, de les intéresser.
je pense que vous avez un rôle à jouer quand tu parles tout à l'heure de et puis, management. moi, je sais pas, je voudrais avoir votre avis, Pierre et Annie, parce qu'on se pose tous des questions tous les jours, et on s'en posera dans 20 Paul. ans, et puis nos jeunes aussi, et c'est normal, si on ne se posait pas de questions, on ne ferait pas ce métier. En même temps, je me dis, où on va? Où on va? Parce que chez nous, c'est 14 heures par jour. Je le dis, hein, parce que je ne m'en cache pas, et puis tout le monde le sait. C'est 35 heures en 3 jours. Pratiquement. Bon, Jacques a mis beaucoup de choses, parce que 3 jours de congé, bon, moi, j'aurais jamais pensé qu'on y arrive, quoi. Mais je me dis, qu'est-ce qu'on fait dans 20 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'on continue comme ça? Quand tu regardes le code du travail, tout ça, les syndicats en France, comment ça se passe? D'abord, on va se faire pingler un jour, il y a un problème. Nous, on n'est jamais le prud'homme, je ne sais pas comment on a fait. Bon, on s'en occupe des jeunes, ils viennent chez nous, on n'est pas des bourreaux, on leur apprend un métier, ils s'épanouissent, on essaye de faire le maximum, mais quelle est notre vision de la restauration plus tard, quoi? Je ne sais pas. Je sais pas. Et moi, je pense qu'on ne peut pas concevoir la cuisine, faire 35 heures par semaine. Qu'est-ce qu'on s'emmerderait? 35 heures par semaine, on ne pourrait pas. Donc, les 35 heures sont passées là en France, quand même. Ça a été compliqué, et pas que dans nos métiers, quand même. Ça a déstructuré le marché du travail. Ça, c'est sûr. Alors, on peut se plaindre, comme je le fais actuellement, mais je pense qu'il faut avoir cette vision de se dire, demain, comment un jeune peut s'épanouir dans d'autres métiers, comment il peut se trouver bien chez toi par tout ce que tu vas faire, mais aussi par rapport, je dirais, au temps qu'il passe chez toi. Parce que, voilà, forcément, il va avoir une copine, une femme, un copain, un mari, etc. Il y a une famille à fonder. Comment il se retrouve là-dedans, quoi? C'est la question. Paul, tu parlais tout à l'heure du fait de pouvoir les mettre dans différents établissements, parce que tu as la chance d'avoir plusieurs établissements, mais la difficulté, c'est quand tu n'en as qu'un, parce qu'à la limite, quand tu en as plusieurs, effectivement, tu peux les faire tourner et ça offre d'autres perspectives. Mais quand on n'en as qu'un, c'est encore plus compliqué, finalement. Tu n'as peut-être pas les mêmes problématiques en Chine aussi, peut-être? Non, on a des problématiques qui sont un petit peu toutes les mêmes. On n'a pas la problématique des 35 heures, mais parce que là, je ne me suis pas étendu dessus. J'ai dit quelque chose ce matin dans une autre réunion qu'on avait, où on parlait justement de la fidélisation des employés. Et je disais que quelquefois, sur le modèle australien que j'avais découvert, moi, il y a quelques années, quand j'étais en 95 en Australie, il y avait des restaurants qui étaient des restaurants du matin et des restaurants du soir. Et donc, en fait, ils privilégiaient commercialement le service du déjeuner ou le service du dîner. Et en fait, fermaient le reste du temps. Et ils avaient des équipes qui étaient très épanouies, qui se concentraient sur un seul service. Alors, ce matin, j'ai eu la réponse classique de mon voisin là-dessus en me disant c'est pas possible en France. Non, c'est pas possible en France. C'est pas possible dans certains cas, c'est pas souhaitable dans certains cas. Je crois que si on a un établissement qui fonctionne bien au déjeuner, au dîner, sans avoir un fossé entre ce qu'on propose comme produit et ce qu'on a comme revenu sur chacune des sessions. Mais en même temps, ce n'est pas inconcevable de regarder les conditions sociales. Moi, je disais que ce qui est très important dans la motivation, c'est de ne pas commencer par la démotivation. C'est-à-dire la démotivation de ne pas commencer par la démotivation. Et la démotivation de nos métiers, avant que la passion soit accrochée de façon suffisante pour que 14 heures, ça devienne presque des vacances. J'exagère, mais c'est un peu ça. Il faut commencer peut-être à aménager les horaires autant qu'on peut pour ne pas crever les équipes. C'est un petit peu ça. Moi, je sais que la majorité des gens qui sont partis prématurément de ce métier sont partis parce que les conditions sociales de ce métier n'étaient pas en phase avec le monde d'aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Et là, on est sur presque un autre débat. Oui, mais c'est sûr que c'est des métiers difficiles où l'équilibre, on parle souvent d'équilibre entre la vie personnelle et sociale et le temps que tu passes au travail est toujours très fine. Et juste pour conclure sur ce que je disais, il se trouve qu'en Chine, c'est extrêmement social. Je dis ça parce que d'un point de vue extérieur, quelquefois on pense que c'est le contraire, pas du tout. Donne-nous des exemples. Nous, nos employés, on ne peut pas les faire travailler plus de 8 heures par jour. Donc en fait, c'est 8 heures par jour, plus 1 heure en comptant le repas. Et après, on a le droit de leur faire des heures supplémentaires qu'on va payer au prix des heures supplémentaires. Tout est comptabilisé. En général, on essaie de ne pas aller au-delà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, dans un contexte, parce que le contexte shanghaïen, par exemple, ne se prête pas au déjeuner quand on est un restaurant occidental. Aujourd'hui, il n'y a pas de valeur ajoutée sur le déjeuner. En fait, on va construire une équipe, on va à peine arriver à l'équilibre. Donc aujourd'hui, on a décidé de ne plus ouvrir pour le déjeuner, même dans la brasserie, alors qu'on a une demande de certains de nos clients,
mais le prix acceptable pour les déjeuners est relativement bas sur Shanghai. On met en place des équipes, on fait tourner le matériel, des produits qui sont sortis, etc. On a fait le rapport et en fait, on a décidé, on avait ouvert pendant un petit moment, alors qu'on avait un déjeuner qui était relativement successful. Je ne vais pas te le faire à l'anglaise, mais tu as compris, qui marchait bien. C'était pas rentable, donc on a décidé de l'arrêter. Et depuis, on se concentre sur un dîner en se concentrant sur 3 moments de service au dîner. On a presque 3 tours sur le dîner parce qu'on commence à 5h30 et on finit à 11h et même le week-end à 2h du matin. Mais ça, c'est possible dans une brasserie, c'est beaucoup moins possible dans un restaurant gastronomique. On ne va pas faire tourner le restaurant à droite à gauche et faire le double des couverts qu'on a en place. Mais je pense qu'il y a des adaptations sur le lieu géographique dans lequel on se trouve, la commercialité du produit qu'on offre et aussi le niveau qu'on propose en termes gastronomiques. Et quelquefois, c'est bien d'essayer de faire l'économie de l'énergie vitale qui est l'envie de retourner au travail le lendemain. Je pense que le terme que tu employais tout à l'heure de ne pas commencer par la démotivation, il faut justement accrocher cette passion. Et quand on voit le nombre de jeunes qui décrochent très rapidement, voire même juste après l'école, c'est qu'ils n'ont pas réussi à passer ce cliquet, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais ce pas ce cap de la passion qui effectivement, au fur et à mesure, tu passes de plus en plus de temps au travail parce que tu as de plus en plus de plaisir. Mais ça vient pas comme ça juste quand on sort de l'école parce qu'on a dit que chef c'est bien. Enfin, je pense qu'il faut, et là c'est vraiment un rôle important que vous avez, c'est de faire naître déjà, si elle n'est pas déjà là de base, et ensuite de la travailler, parce que ça se travaille et on peut travailler beaucoup si la passion va avec. Hein, ça, c'est la base. Hein. De toute façon, je crois, on est des humanistes, hein, avec toute modestie, dans nos métiers. Donc ça nous chagrine toujours, ce genre de situation. Mais l'erreur, je pense, et c'est peut-être un peu ce qu'on fait des fois, mais c'est de se lamenter en même temps, dire notre métier, etc. Il faut voir quand même, en France, c'est quand même un des métiers qui est le plus évolué au niveau social. Hein. C'est par rapport aux autres métiers, ça a énormément évolué, ça il faut le dire. Hein. Et moi, je discutais avec un chef italien, il me dit, parce qu'on a un peu les mêmes, il dit, tu sais, moi je suis très surpris, parce que quand j'ai commencé la cuisine à m'installer, parce que j'ai commencé à 14 ans, je voyais des anciens chefs, soixantaine, pour nous, ça nous paraissait loin, et aigris, un peu fatigués, tout ça, c'était dur, etc. Puis on sentait l'envie vraiment d'aller à la retraite, c'est le cas de le dire. Et moi, je me voyais un peu, je dis, de 60 ans, tu vas faire pareil, quoi, tu vas être un peu... Et j'ai jamais eu autant envie de faire de la cuisine que maintenant, quoi. Et c'est formidable, et je crois qu'il faut le dire, comme tu pourrais le dire toi aussi, je pense que c'est viscéral, quoi. Rester dans un bureau le matin, parce que malheureusement, on a quelques papiers à faire, c'est dur, hein. Alors, par contre, quand on reprend les couteaux, quand on s'y met, là, pouf, on ne va pas rentrer à la maison, non, par hasard. Non. Mais je pense qu'il faut faire passer ce message que... Oui, il faut le faire savoir. Voilà, c'est pas que du travail, c'est en même temps... c'est ce qui donne du sens à votre vie, quoi. C'est un vrai plaisir. Je l'ai dit même l'autre jour à un couple qui me regardait vraiment surpris. Parce que c'est vrai, il est difficile de savoir que les restaurateurs ont un grand plaisir de faire ce travail et de voir leur beau sourire, écouter leurs compliments. Oui, leurs compliments. Et voilà. Et ben, pour moi, c'est très important. Et pour toi aussi? Voilà, tu vois. On va finir sur cette note positive parce que c'est vrai que le recrutement est un sujet tellement difficile et parfois un peu négatif qu'on va essayer de garder le cap du plaisir et de l'envie et justement de transmettre cette envie aux jeunes pour faire évoluer le recrutement et les passions et les vocations. Je vous remercie en tout cas tous les trois d'avoir partagé ce petit moment sur un thème qu'on a un petit peu mis à notre sauce et c'était très bien comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir voir les chefs qui prendront quelques minutes pour y répondre. Je vous remercie, à très bientôt et bonne fin de congrès. Merci. Merci à vous. Merci bien.